Tout est politique, bienvenue dans cette seconde partie de votre émission. Notre invité cette semaine, Thierry Solère, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de Boulogne-Billancourt, en charge notamment de l'organisation des primaires. François Hollande à Cuba, avec en prime une rencontre avec Fidel Castro. Historique d'après le président socialiste. Du côté de la droite, on dit quoi? Plus pathétique, historique. Pourquoi? Bon, parce que Cuba s'ouvre au monde, enfin. Enfin, ça a été une dictature absolument terriblissime. C'est un régime qui a opprimé son peuple pendant des années et des années. 56 ans. C'est long. C'est quand même un régime où les homosexuels étaient réprimés parce qu'ils étaient homosexuels, enfin voilà, avec tout ce qui va avec une dictature. Et donc venir se précipiter pour une photo, comme si c'était un moment historique pour la France et pour François Hollande dans son quinquennat, d'avoir sa photo avec Fidel Castro, écoutez, non, voilà. Alors après, maintenant, le Cuba s'ouvre au monde, tant mieux. Que la France soit présente et les groupes français présents à Cuba, tant mieux. Qu'il y aille, je ne lui reproche pas, mais qu'il se précipite avec joie pour sa photo, ça paraît pathétique. Est-ce que vous avez le sentiment que Hollande est en train de vouloir damer le pion à Obama, à Cuba, ou dans les pays du Golfe? On le voit, il est partout parce qu'il voit bien que les Américains sont plus ou moins en retraite, mais là, il est dans leur arrière-cour. Oui, peut-être, il essaye de faire cela. Encore une fois, si c'est pour que la France ait des positions économiques demain, que les entrepreneurs français travaillent à Cuba au moment où Cuba s'ouvre, c'est bien. Mais il devrait se rendre compte que c'est pas son rôle de vouloir se précipiter pour avoir cette photo avec quelqu'un qui restera dans l'histoire un dictateur qui aura opprimé son peuple. Enfin, pardonnez-moi, mais en même temps, Benoît Hamon a dit que la droite n'a pas à s'offusquer, puisqu'il a dit, je cite, Sarkozy dormait presque avec Kadhafi. Donc, sous la tente. Sous la tente, qu'en pensez-vous? Non mais on ne peut pas critiquer par le passé des positions qui n'ont pas été bonnes et lui-même se précipiter à Cuba pour être avec Fidel Castro. Donc il avait eu tort, Sarkozy, avec Kadhafi? Il y a une réelle politique à avoir, il y a des relations diplomatiques, même avec des pays qui n'ont pas des comportements adéquats, il y a des réalités économiques. Moi, je ne reproche pas à François Hollande d'être allé à Cuba, je le reproche d'y aller, de se précipiter pour essayer d'avoir sa photo et de faire son selfie avec quelqu'un qui est un dictateur. Et je ne l'entends pas se rendre compte du symbole que ça fait photo groupie du pianiste? Oui, exactement. Mais il avait eu tort, Sarkozy, vous, quelques années après, qu'est-ce que vous en dites? Il avait eu tort, Sarkozy, d'héberger, entre guillemets, de toute Kadhafi? façon, on voit bien que plusieurs années après, ce qui s'est passé Donc il avait eu avec tort. Kadhafi. C'est toujours facile de dire ça après, avec l'évolution. La France a eu pendant des années des relations avec la famille El-Assad, avec Kadhafi. Kadhafi a semblé à un moment donné vouloir un peu normaliser ses relations et revenir à une forme de raison. Et on a vu que tout ça n'a pas duré. Et ensuite, on est rentré dans ce qui s'est passé. Le constat aujourd'hui est difficile parce que la situation en Libye est absolument terrible, c'est le terreau du terrorisme, c'est par là que manifestent tous les trafics d'êtres humains qui veulent quitter le continent africain pour l'Europe. Les migrants. Et il y aura de toute évidence l'Union européenne, la France, à réintervenir sur place pour régler la situation. Alors on n'en a pas fini avec le... Pardon, excusez-moi Christian Mallard, on n'en a pas fini avec... là c'était avec le Cuba, sur les rafales. On vient aussi de signer des contrats. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que et Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été victimes du mirage qatari? Parce que voilà un État qui soutient quand même le terrorisme. Naturellement, on fait de la réelle politique, on est allé vendre des rafales. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, les deux présidents, l'ancien et l'actuel, ont commis cette erreur de dire, bon, les Qataris, il faut faire du business avec. C'est quand même un État qui soutient le Hamas et qui soutient d'autres groupes terroristes. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir des relations diplomatiques avec des États par angélisme. Il faut être lucide dans le monde arabe. Et moi, je voudrais que la France, ce qui n'est pas le cas suffisamment, je trouve, depuis de nombreuses années, ait une idée claire de quels sont ses intérêts stratégiques et qu'est-ce qu'il faut faire sur place là-bas. Le Qatar est soupçonné régulièrement par le département d'État américain d'entretenir des liens avec les organisations terroristes. On doit poser, et le Hamas en particulier, qui est une organisation terroriste. Et on est nombreux en France à plaider pour que la France, enfin, continue à vouloir inscrire le Hamas parmi les organisations terroristes. Est-ce que c'est le Qatar ou est-ce que ce sont des donateurs privés qui financent le terrorisme? C'est rarement l'État lui-même. Oui. C'est souvent des gens qui grenouillent au sein du pouvoir. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un peu la même chose. Où sont les donateurs privés au Koweït? Moi, je pense que le préalable à toute relation avec le Qatar, ça doit être des gages très concrets de non-liaison avec des organisations terroristes. Et voilà, on n'entend pas suffisamment François Hollande sur ce sujet, alors que la question se pose de toute évidence. Vous parliez des migrants tout à l'heure. Justement, il y a la Commission européenne qui vient de proposer un quota pour que les pays d'Europe puissent accueillir un quota de réfugiés. Vous en pensez quoi? Je pense que par nature, c'est la souveraineté de chaque État qui doit décider ça. C'est pas la Commission européenne qui n'est pas légitime pour cela, pour expliquer demain à la France ou à d'autres pays européens qu'il faudrait accueillir des migrants. Deuxièmement, on voit bien le bouleversement démographique qu'il y a en Afrique, les conflits majeurs.
et donc les mouvements migratoires majeurs qui existent au sein du continent africain. Moi d'abord je veux rappeler que l'essentiel des mouvements migratoires se font d'une manière intra-africaine, c'est surtout des déplacements de population sur le continent. Et maintenant quand on voit l'aspiration majeure à aller vers l'Europe, on ne peut pas, nous, l'Europe, envoyer le signal, on ouvre la porte, parce que sinon on créerait un appel d'air absolument considérable. On a déjà abordé la question, il n'y a pas de solidarité européenne. Ceux qui ont porté le poids jusqu'à présent, on en a parlé avec Elisabeth, ce sont les Italiens. D'un seul coup, on voit bien, les gens de l'Europe du Nord se sentent moins concernés par cette partie sud de la Méditerranée, où les Français sont là au premier plan, si je puis dire. L'Europe, c'est aussi l'Europe des égoïsmes, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud sur ce sujet. Et si l'Union européenne n'existe pas suffisamment dans beaucoup de sujets, il faudrait qu'elle puisse exister sur celui-là. Comment? En mutualisant des moyens très lourds pour essayer de participer à régler le problème, qui sera très difficile à régler et qui est multiforme, tout le monde le sait. La première manière de le régler, c'est de ne pas baisser les crédits qui a été alloué à l'opération, qui permettait d'essayer de réguler l'arrivée de ces migrants. Et quand on voit l'Union européenne qui avait divisé par 3 ou 4 ses crédits, alors qu'il les remonte un peu aujourd'hui, je pense que ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, il faut intervenir, bien sûr, notamment sur les côtes libyennes. Moi, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une intervention sur place. Il y a des trafics d'êtres humains qui sont organisés par là-bas. Tout ça est tenu, et on le voit de plus en plus par des organisations terroristes. On prend d'ailleurs le risque majeur d'avoir des terroristes qui s'immiscent en Europe. Donc une intervention militaire, c'est ça que vous nous dites? J'en voyais hier dans Le Monde encore une interview de Hubert Védrine, dont j'écoute souvent la voix, qui me paraît mesurée et souvent intelligente, dire qu'on ne pourra pas de toute façon faire l'économie à un moment ou à un autre de cela. Vous parliez de la Libye, tout à l'heure on y revient. Terreau du terrorisme, aujourd'hui on le voit, à côté du Sahel où nous sommes impliqués dans la lutte contre AQMI. Est-ce que finalement, moi je reviens quand même un peu au passé, Nicolas Sarkozy n'a pas été mal conseillé par Bernard-Henri Lévy? Je ne sais pas si c'est Bernard-Henri Lévy qui a été... Il a joué un grand rôle. Si, il a joué un grand rôle. Il a joué un rôle. Au niveau des contacts à établir. Je vous rappelle qu'il y a eu une forme d'unanimité en France à l'époque, même la gauche française qui était dans l'opposition. C'était Benghazi, il fallait les sauver Benghazi, la ville. Il y a de toute évidence. Moi, je vous dis, le général de Gaulle disait, vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Moi, je ne veux pas qu'on y aille avec des idées simplistes, et je voudrais que la France ait une vision stratégique de quels sont ses intérêts. Entre le monde sunnite, le monde chiite, avec Israël, sur la sécurité d'Israël. Souvent, tout ça me paraît passer d'un pied sur l'autre et on change de stratégie, ou en tout cas, si on n'en change pas, elle n'est pas claire. Qu'on ait une stratégie claire, quels sont les intérêts de la France, Israël est l'ami de la France, la sécurité d'Israël est le préalable à toute autre chose, et ensuite qu'on développe une stratégie réelle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire autre chose que le monde arabe est à feu et à sang, que la situation est de toute évidence très complexe. Les États-Unis se désengagent très massivement de toute cette zone, on le voit, et c'est aussi sûrement une des raisons. Vous avez trouvé la politique d'Obama là-bas au Moyen-Orient? Non, mais je constate. Je constate que les États-Unis se sont largement désengagés de tout ça. Et ça participe très nettement à une dégradation de la situation. Vous trouvez qu'Israël n'est pas en sécurité aujourd'hui? La sécurité d'Israël est posée, et pas depuis aujourd'hui. Mais depuis là, longtemps. vous dites qu'en ce moment... Je suis inquiet, et je trouve que la communauté internationale, l'Union européenne, la France en particulier, parce que c'est sa tradition, c'est son honneur, doivent mettre comme préalable absolu la sécurité d'Israël dans cette zone. Israël est en danger? Quand on voit le développement du terrorisme, quand on voit le développement des organisations terroristes qui sont souvent appuyées par des États, on vient de parler du Hamas encore à l'instant, quand on voit la situation de l'Iran avec les négociations... Vous êtes préoccupé par l'Iran justement qui va se doter de la bombe nucléaire, ils auront leur bombe nucléaire, et qui sont les suppôts du terrorisme. L'Iran doit avoir l'accès au nucléaire civil, parce qu'il en a besoin, c'est un grand peuple. Comme tous les autres, mais par contre on doit veiller, et pas que dans les mots, parce que sinon ça restera des incantations, à ce que l'Iran ne puisse pas développer un programme nucléaire militaire, puisque sinon la sécurité de toute la zone et la sécurité d'Israël en particulier serait menacée. Donc vous voyez, au fond il faut, quand on parle de tous ces sujets, me semble-t-il, avoir des priorités. Et on ne passe pas au point 2 quand on n'a pas réglé le point 1. Alors à droite aujourd'hui, quelle est la priorité sur cette région-là, selon vous? D'abord, le sujet est complexe et l'unité n'est peut-être pas là. On verra à l'occasion de la campagne présidentielle. Vous savez qu'on aura une primaire à droite. On va en parler. On va en parler. On vous invite aussi pour cela. À l'élection présidentielle, les positions des uns et des autres. En tout cas, c'est une tradition très forte. La droite française est proche d'Israël, veille à sa sécurité. Et ça sera, me semble-t-il, obligatoirement le préalable à toute organisation d'implication de la France dans cette région. Comme... peut-être on ne l'a pas suffisamment fait depuis quelque temps. Alors, revenons un petit peu en France. Il y a quelques jours, le procureur de la République de Paris, François Molins, a déclaré que la menace terroriste en France n'a jamais été aussi forte. Qu'en pensez-vous de la loi sur le renseignement qu'a mis en place Manuel Valls? Moi, j'ai voté contre la loi sur le renseignement parce que ça aurait été une loi pour doter nos services de renseignement d'outils... Liberticide ?
d'outils. Si ça avait été une loi pour donner des moyens financiers, des outils juridiques et légaliser des pratiques qui existent parmi les services de renseignement depuis des années, j'aurais voté pour. Parce que je ne veux pas, je veux qu'on dote notre pays d'une protection, parce que la menace, et j'en suis certain, est très forte. Le problème, c'est que ça ne sert à rien à cette occasion de développer un texte de loi qui permette d'écouter tout et n'importe quoi, sans un cadre légal suffisamment sérieux pour protéger les libertés individuelles. Et quand j'entends le bâtonnier de Paris, les 2 syndicats de la magistrature, le défenseur des droits, et je peux vous faire une liste énorme, qui s'offusque de ça, je me dis que c'est quand même incroyable. Mais le gouvernement français s'est fait la spécialité, quand vous avez un vrai problème, de vous créer une loi qui n'aurait pas pu régler le problème. Quand vous avez l'affaire Cahuzac, parce que le ministre du budget a un compte à Singapour, on vous crée une loi sur la transparence. La loi sur la transparence n'aurait pas pu éviter l'affaire Cahuzac. Quand vous avez les frères Kouachi, Mohamed Merah, Koulibaly, qui étaient fichés, qui étaient suivis par les surveillés. services de renseignement, qui étaient surveillés. Vous dites que laxisme, n'a pas été assez ferme là-dessus? Les services de renseignement en France, comme dans tous les pays du monde, ils ont besoin de moyens. Et nous, les frères Merah, à Toulouse, les frères Kouachi, Koulibaly, étaient suivis par les services de renseignement, manifestement pas suffisamment, parce qu'il y a trop de monde à surveiller. Eux, ils disent que le risque zéro n'existe pas. Ils se défendent de... Non, mais bien sûr que le risque zéro. Et c'est pas dans mon propos de stigmatiser la qualité et l'action des services de renseignement. Je vous dis juste que... la loi n'était pas... Quand vous prenez les 3 derniers attentats terroristes que la France a connus, les 3 étaient suivis par les services de renseignement, donc vous voyez bien que ce n'est pas cette nouvelle loi qui aurait permis d'éviter ces 3 affaires. Vous considérez que les mesures sécuritaires qui ont été prises ne sont pas suffisantes? Je pense qu'il faut se doter, moi je ne veux pas qu'on vive dans une culture de la naïveté, il faut se doter de priorités. La sécurité nationale, le monde du renseignement, si on veut en faire une priorité, il faut donner des moyens humains, il faut donner des moyens financiers. Et s'il faut faire évoluer le cadre légal pour que ces services de renseignement ne travaillent pas hors droit, ce qui a souvent été un peu le cas, ici comme ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas de cadre, justement. Parce qu'il n'y avait pas de cadre. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas des agents de services de renseignement de travailler en dehors du droit, parce qu'ils prennent un risque personnel. Et ils le faisaient. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, vous voyez, encore une fois, la meilleure démonstration est quand même que nos 3 derniers attentats n'auraient pas pu être évités par la nouvelle loi. Est-ce que vous considérez que nos services de renseignement français, européens et américains travaillent bien ou pas? Oui, je pense qu'ils travaillent très bien. Je pense qu'ils travaillent très bien. La coopération en Europe, elle ne marche pas si mal. Il y a toujours, j'imagine, des choses à améliorer. Mais en tout cas, nos services travaillent très bien. Encore une fois, nous, la France, on a une défiance à l'endroit des services de renseignement. Je vois la culture des Américains. C'est encore un petit peu tabou. C'est pas... Et non, mais les pouvoirs successifs ont eu à l'endroit des services de renseignement une forme de défiance, ce qui est beaucoup moins le cas en Allemagne et en Angleterre, par exemple. Bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut arrêter cela. Il faut leur donner un cadre légal, il faut leur donner des moyens financiers. Vous savez, l'État en France, il est partout, il s'occupe de tout, même quand on n'a pas besoin de lui. Moi, je pense qu'il faudrait faire souffler un grand vent de liberté dans toute la sphère économique pour qu'enfin la France redécolle un peu. Puis par contre, qu'on fasse bien notre boulot sur un plan régalien, la justice, la sécurité publique, tous ces grands sujets régaliens. La croissance a quand même bien repris. Bien. Vous trouvez 0,6 0,6, c'est mieux que rien. Ah, c'est mieux que rien, je m'en réjouis. On est positif. Vous savez qu'il y a 2 ans, elle était déjà à plus 0,7 au second trimestre et elle était redescendue derrière. Et s'il y avait un redécollage économique qui permette à François Hollande de gagner la prochaine élection, vous envisagez cela? Il a un boulevard aujourd'hui. Vous croyez ça? Écoutez, moi je crois que d'abord tous les présidents de la République sont battus dans notre pays s'ils sont au pouvoir. Il n'y a que François Mitterrand et Jacques Chirac, parce qu'il y avait cohabitation qui ont été réélus. Ça veut dire que quand on n'a pas de résultat suffisant, les Français vous sanctionnent. Et donc je n'ai aucun doute sur le fait que François Hollande sera battu en 2017. Ce qui m'importe moi, c'est pas que la droite gagne, parce que la gauche aurait échoué. Ce qui m'importe, c'est que la droite elle a un vrai projet pour redresser le pays, parce que depuis 30 ans, on ne fait pas suffisamment les réformes qui nous permettraient d'être à la hauteur. Alors justement, vous êtes en charge d'organiser la primaire à droite. Ce sera dans un peu plus d'1 an, en novembre 2016. Ce sera la primaire de l'UMP, la primaire des Républicains. Ce sera quoi? La primaire de la droite et du centre, de tous les candidats qui pourront être candidats à cette primaire, qui se reconnaîtront dans les valeurs de la droite et du centre. On peut tous voter. Hein. Tous les Français qui sont inscrits sur les listes électorales et qui se reconnaissent dans ces valeurs pourront participer à choisir le candidat qui incarnera cette famille politique au sens large au premier tour de la présidentielle. Alors j'en reviens à la question qu'on posait la semaine dernière à Brice Hortefeux. Nicolas Sarkozy est le favori des militants. Mais est-ce que et Alain Juppé, lui, serait plutôt le favori de l'ensemble des Français de droite, des centristes? Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir un réel affrontement dur entre Sarkozy et Juppé, finalement, au bout du compte? D'abord, vous avez oublié Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Je vous l'aurais dit. Vous êtes un proche de Bruno Le Maire. Oui, Bruno Le Maire. C'est pas que pour ça, mais je vous l'aurais dit. Vous savez, mais quand même, les deux, Juppé et Sarkozy. Vous connaissez très bien la vie politique depuis très longtemps. Plus à l'étranger, mais enfin bon. Oui, même en France. et vous savez qu'au fond, c'est pas à 15 mois des élections qu'en général, le leader des sondages, voilà, tout ça n'a un intérêt assez faible. Au fond, on voit bien qu'il y a différentes possibilités. Et pourquoi on fait cette primaire? Notamment parce qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir 2 candidats.
ce qui a été la tradition de la droite très souvent. Ah oui, c'est nouveau. Giscard, Chirac, Balladur-Chirac, on peut pas rapport. Vous épousez une tradition de gauche avec ces primaires. C'est pas la culture de la droite, mais par contre on est au XXIe siècle. Et élargir à la base... Bien sûr. Et c'est très nouveau d'ailleurs pour une formation comme la nôtre qui est très pyramidale, très verticale. Voilà. Et encore une fois, l'objectif c'est de choisir le candidat ou la candidate qui nous permettra d'abord bien sûr de gagner l'élection, mais surtout de redresser enfin le pays. Parce que les Français, c'est ça dont ils se désespèrent, c'est de ne pas avoir les vraies réformes qui sont mises en œuvre, alors que souvent elles l'ont été en Allemagne, en Angleterre et ailleurs. Donc pour cela, il faut un vrai leader à droite. Ma dernière question, qui a le plus de chances aujourd'hui de la remporter? Aujourd'hui, votre pronostic, puisque vous êtes au cœur même du cockpit. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy sera au second tour de la primaire et qu'il y aura un second tour. Après, on verra. Face à qui? Oh, c'est difficile. Allez, votre pronostic. Non, mais moi, je serai l'organisateur, donc je vais m'éviter les pronostics à ce stade. Voilà, moi, je vous dis juste, c'est un élan majeur qui va se créer. C'était pas notre culture. Je suis persuadé qu'il y a des millions de Français qui vont venir choisir celui qui incarnera le renouvellement de la droite en France pour faire des choses concrètes derrière. Pas que la gauche perde. Parce qu'elle a été usée, voilà, mais par contre qu'il se passe vraiment des choses. Merci beaucoup Thierry Solaire, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député UMP de Boulogne-Billancourt, notamment en charge de l'organisation des primaires. Merci à vous. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine.